Saint-Pierre Fourier était un érudit, était un chanoine régulier et en même temps un prêtre dans le diocèse de Toul. C'est un homme très moderne. Ah, très à l'avant-garde, oui. Et il est aujourd'hui d'une très grande actualité. Un notable de Mirecourt qui était chargé d'administration et qui était un marchand drapier et qui avait autour de lui beaucoup de gens qui circulaient à travers non seulement la région, mais l'Europe. Alors, il avait déjà cette ouverture qui était, j'allais dire, depuis son enfance, dans l'ambiance de sa famille. Et il a compris que les femmes devaient être associées à leur mari parce qu'elles aidaient dans les magasins, dans les boutiques, dans les entreprises, et elles remplaçaient leur mari quand ces messieurs étaient en voyage, allaient travailler dans d'autres villes marchandes. Alors ça, c'était sa première ouverture. Et sa deuxième ouverture, c'est Pont-à-Mousson, l'université de Pont-à-Mousson, qui est fondée à ce moment-là depuis moins de 5 ans quand il vient la fréquenter, et qui est une université extrêmement ouverte sur toutes les novations, avec toutes les grandes idées des pères jésuites et les grandes nouveautés. Il est né en 1565 et il est mort en 1640. Alors donc l'épisode Pont-à-Mousson, ça se situe environ dans... L'université a été fondée en 72. Oui, et quand il y est venu, lui, c'était 5 ans après, c'est-à-dire en 77 ou 78. C'est ça. Donc il a vécu les premières années des créations à Pont-à-Mousson. C'est lui qui a inventé la classe telle qu'on la connaît, avec le tableau noir, avec les enfants devant le professeur. La tenue aussi? Peut-être pas. Pas forcément, mais et les enfants par niveau d'âge ou de connaissance. Et jamais plus de 18 enfants par classe. Vous voyez le type pédagogique, avec formation intellectuelle et formation professionnelle. Et vacances à la carte. De façon à ce que les enfants que les parents ne disent pas « nous avons besoin des enfants pour un coup de main, soit à la campagne pour les récoltes, soit en ville les jours de marché ». Eh bien, il y avait cet extrêmement souple, un système extrêmement souple.
Nancy Renaissance, nous avions souhaité, avec Alain Maziot, répondre, être l'écho des manifestations qui se passaient à Nancy et organiser un certain nombre de choses ici, notamment un cycle de 4 conférences. Et ce soir, c'est la seconde. Et nous avons le plaisir d'accueillir Mademoiselle Tresse, qui est une amie du musée Lorrain, qui est érudit, passionné d'histoire, qui connaît un bon nombre d'entre vous, qu'un grand nombre d'entre vous connaissent, et qui va nous parler de Pierre Fourier, donc, et qui va nous parler donc de cette période de la Renaissance. Alors j'avais dans mon bureau cet après-midi un enseignant, dont je tairai le nom, qui me disait on a fait Renaissance à Nancy, ok, c'est très bien, mais vous savez qu'il y a beaucoup plus de vestiges de la Renaissance à Pont-à-Mousson qu'à Nancy. Donc, comme c'est un enseignant qui dit ça, j'ai tendance à le croire sans aucun problème et sans aucun doute. Et donc, bien, soyez la bienvenue, mademoiselle, pour cette conférence. Et nous sommes tout ouïs. Merci d'avoir consacré du temps au public municipal. Je me présentais ici. Tant d'érudits ont prononcé ici des conférences liées à ce que je vais vous dire. Le souvenir de M. Stroman, qui me disait, il y a 50 ans, vivre dans son lycée comme un jésuite dans son université. M. Lallemand, qui nous a quittés il y a quelques mois et qui a tant fait pour ce magnifique musée qui n'aurait pas existé sans sa vie entière de recherche. Et l'abbé Poupard, qui lui aussi nous a quittés il y a peu de temps, un autre érudit, très apprécié par ses réflexions sur l'actualité. Quant à moi, je n'ai pas grand savoir. Simplement, 35 ans de ma vie passés au cours Notre-Dame, chez les chanoinesses d'Alix Leclerc et sous la houlette de Saint-Pierre-Fourier. C'est la raison des réflexions que je vais vous livrer très simplement aujourd'hui. À la Pierre Fourier, pasteur, éducateur et conseiller des princes. Je commence par une citation de M. Tavenon, qui était à la fois mon président au musée Lorrain et mon voisin, puisque nous avions un jardin communicant, et qui disait dans une de ses œuvres, l'œuvre du curé de Matincourt s'inscrit à la fois dans la vie de l'Église et dans l'histoire de la civilisation. Car Saint-Pierre-Fourier fut un prêtre, un religieux, un éducateur, un pédagogue, un homme social et un fin politique. Souvenons-nous qu'une civilisation est constituée de 4 éléments: l'organisation politique, sociale, économique, culturelle et spirituelle. Eh bien, c'est exactement ce que furent les préoccupations quotidiennes de Pierre Fourier. Ça va, vous m'entendez bien? Les dames du fond. Bon. Quelques mots sur le contexte du moment que vous connaissez aussi bien que moi, puisque cette année, nous baignons dans cette période du XVIe siècle, à tel point qu'on parle tellement des ducs de Guise que je me suis flanqué par terre hier soir et je suis balafré. Tout à fait dans le style. Le contexte du moment est donc bien connu et nous l'avons traité combien de fois. Le Moyen-Âge est dépassé. Le nouveau monde se révèle à l'ancien. L'imprimerie véhicule le savoir. Le grand commerce fait disparaître les anciennes foires. La réforme, avec un R majuscule, provoque le Concile de Trente. Les langues locales se fixent peu à peu. Les États-nations se profilent, tandis que l'Empire craque devant les mouvements nationaux et réformateurs. L'unité que l'Europe avait connue depuis plus de 10 siècles est fragilisée, et la guerre de 30 ans sera la première guerre moderne de l'histoire, c'est-à-dire une guerre mettant en
forts les uns contre les autres. Ça, c'est le contexte général que l'on pourrait présenter pour n'importe quelle causerie sur la période. La Lorraine, avec un point d'interrogation, eh bien, la Lorraine est rurale. Bon, la plupart des gens s'occupent d'activités rurales. Elle est soudée autour de la famille régnante, car elle est menacée à l'est et à l'ouest par la France, on dit le royaume d'un côté, et de l'autre côté l'Empire. Quand on dit l'Empire, ne dites pas l'Empire autrichien, qui n'existe pas. Ne dites pas l'Empire prussien, ne dites pas l'Empire allemand, dites le Saint-Empire romain germanique. C'est bien autre chose. Mais la Lorraine est aussi le bastion de la réforme catholique. La Lorraine de ce moment-là est gouvernée par Charles III, qui lance la première université lorraine ici, à Pont-à-Mousson, et qui bâtit la ville neuve à Nancy en y installant plus de 10 monastères. Les ordres monastiques possibles sont invités à y avoir des établissements, des formations, des bibliothèques et des œuvres à la fois pastorales, éducatives, charitables ou spirituelles. Le duc, dans une situation aussi difficile, essaie de tenir la balance égale entre la France et l'Empire qui s'affrontent par-dessus le duché avec des passages de troupes. On autorise les passages de troupes, mais les troupes se conduisent mal malgré tout, et il y a bien des difficultés. Voilà le contexte de la Lorraine, et nous allons répondre maintenant au personnage. L'origine de Pierre Fourvière. Eh bien, il est né en 1565 à Mirecourt. Mirecourt. Je cherche Mirecourt, qui est perdu. Mirecourt, c'est une petite localité qui est très active. Mirecourt, c'est le chef du bailliage des Vosges. Le duché de Lorraine est partagé en 3 entités administratives. Le bailliage de Nancy avec les localités aux environs, le bailliage d'Allemagne, Allemagne c'est pas la Prusse, hein, c'est-à-dire les territoires qui ont une langue dérivée de la langue germanique, du côté de Sarrebourg, de Bitsch, de Sarreguemines, de la Sarre, tout ça c'est du duché de Lorraine. Et puis le 3e bailliage, c'est le bailliage des Vosges, qui est dans la capitale, si je puis dire, et Mirecourt. Et le bailliage des Vosges est très vaste, il s'étend pratiquement depuis le Bonhomme jusqu'aux limites de la Champagne et au sud, depuis la Motte jusqu'au sud de Nancy. C'est une très très grande circonscription et Mirecourt en est la ville principale, avec les administrations qui sont attachés à 14 ans. Son père, en 1579, il a 14 ans, son père l'envoie à Pont-à-Mousson, à la faculté des arts. L'université de Pont-à-Mousson vient d'être créée 5 ans auparavant. L'université est de 1572, nous sommes en 79. Vous voyez, la modernité de la famille. Entre Mirecourt et Pont-à-Mousson, c'est pas tout près. Il n'y a pas de congé, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de train, il n'y a pas de week-end. On envoie le gamin, puis il va y rester pendant un bout de temps. Il va rester 7 ans à la faculté des arts. Alors, c'est pas la faculté au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est un peu les classes secondaires. C'est comme si c'était un collège ou un lycée, si vous voulez. Cette année, c'est ce qui correspond aux 7 années d'enseignement secondaire de la 6e au bachot. Et là, il a fait une formation très solide au point de vue littéraire, et tout ce qui est littéraire, latin, langue, etc. Au bout de ces 7 ans,
il décide de devenir prêtre. Alors il faut faire une formation religieuse. Alors il va, pas très loin de Mirecourt, à l'abbaye de Chaumoussay, c'est près de Charmes, et c'est une abbaye de chanoines réguliers où il va passer 4 ans. C'est un peu comme si c'était le grand séminaire. Il n'y a pas encore de séminaire à ce moment-là. Le Concile de Trente les a conseillés, mais ils ne sont pas encore organisés. Il va rester 4 ans. Au bout de ces 4 ans, il a terminé ses études de prêtre et il va être ordonné. Bien, nous dépendons ici du diocèse de Toul. Mais l'évêque de Toul, le siège épiscopal de Toul est vacant. Et il n'a pas encore été remplacé, le prêtre est décédé, l'évêque est décédé, et il n'a pas encore de successeur. Alors, imaginez de Pont-à-Mousson, pour être ordonné, il va à Trèves. Vous voyez, imaginez, à cette époque, sans transport. Il va à Trèves, et c'est l'archevêque de Trèves qui va l'ordonner prêtre. Alors, il ordonne prêtre. Il peut donc être installé dans une paroisse. Non! Il retourne à Pont-à-Mousson pour faire des études universitaires. Et il va y rester pendant 7 ans. Et non seulement il étudie la philosophie, la théologie, il étudie le droit. Et ça, c'est très important parce qu'il va avoir une formation polyvalente. Le Concile de Trente avait conseillé, avait demandé une église savante pour pouvoir réagir devant toutes les idées nouvelles qui circulaient de tous les côtés en Europe. Voilà, donc je vous disais qu'il avait fait ses études de prêtre à l'abbaye de Chaumoussay et il s'était aperçu que ça ne marchait pas, que c'était la routine, que les chanoines ne faisaient pas grand-chose. Alors il faut des réformes. Et il va réformer l'abbaye de Chaumoussay, en particulier pour diriger une partie des chanoines vers l'enseignement des garçons dans les villages. C'était cet enseignement routinier, il faut refaire un enseignement qui soit adapté. Deuxième remarque de Pasteur, il est navré de l'attitude face aux protestants. Il conseille de ne pas les condamner, de ne pas les poursuivre. Il pratique l'accueil et le dialogue. Et il refuse les excès. C'est un homme d'équilibre. Son ministère paroissial est assez original. Il développe, comme le Concile de Trente le conseillait, la catéchèse, les cérémonies liturgiques et la pratique des sacrements. Pour lui, la religion ne doit pas faire peur. Hein, les diables, l'enfer, les diables avec des fourches, la pesée des âmes, tout ça, ça fait peur. L'Église et le christianisme, c'est la miséricorde. C'est le pardon, c'est l'ouverture, et non pas la crainte et le châtiment. Un dimanche, il fait rassembler tous les pauvres dans le cimetière. Ferme les portes, et puis il dit sa messe. Il fait un sermon sur la charité. Et à la fin du sermon, il fait ouvrir les portes, il fait rentrer tout le monde, et il dit à ses paroissiens, voilà le Christ. Une méthode un petit peu, j'allais dire, originale, mais les paroissiens sont un peu étonnés, mais ils se rendent compte que c'est un homme de valeur et un homme de paix. C'est donc, comme je le disais tout à l'heure, un homme d'équilibre, mais aussi un homme de bon sens. Les filles n'avaient aucune école, aucun enseignement, sauf celles qui avaient des préceptrices à la maison, ce qui était extrêmement rare en milieu populaire. Or, les femmes sont associées à leur mari. Je vous disais que les commerçants de ces villes marchandes circulaient beaucoup, et quand ils étaient absents, il fallait faire marcher l'atelier, la boutique, et les femmes mettaient la main à part, mais il fallait qu'elles aient une formation. Il y avait des comptes à faire, il y avait des factures à payer, et il fallait les instruire. Autrement, elles risquent d'être
dire des escrocs ou des filous, mais enfin, elles ne peuvent pas échapper à la contrainte ou au mensonge. Et là, on retrouve le fils de commerçant qui a vu comment ça se passait à l'école. Il va donc réorganiser des petites écoles. Je vous disais qu'il avait réformé les chanoines de Chaumoussais et qu'il pensait les orienter vers quelques écoles dans le Saintois. Mais ce qu'il a surtout organisé, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui, la classe. Au lieu de faire la file avec le maître qui montrait quelques lignes à un élève à la fois, il a pensé que puisqu'il y avait l'imprimerie, il suffisait de faire imprimer des livres et les enfants avaient tous les mêmes livres. Le maître était en face d'eux, on mettait les enfants devant lui et derrière lui, il y avait un tableau noir sur lequel il recopiait ce que les enfants trouvaient dans le livre pour apprendre à lire. C'était aller autant de fois plus vite qu'il y avait d'enfants dans la classe. Il conseillait également que les classes ne soient pas très nombreuses. Et il conseillait même pas plus de 18 à 20 enfants dans la classe. Et donc, c'est celui qui a inventé la classe que nous avons connue. Pédagogie, et il a une phrase magnifique. Utilisez les méthodes que je vous ai données, tant que vous n'en trouverez pas le meilleur. C'est pas figé. Pas de règlement, la circulaire, j'ai pas d'ordre, le ministère avec eux, etc. Vous n'avez pas trouvé de meilleur. Je me souviens d'une vieille amie de ma mère qui disait: les sœurs de Notre-Dame,